On vous demande d'être efficace, d'être habile, de savoir manager, négocier et vendre. Or, très vite, si nous réussissons dans ces pratiques, eh bien nous serons taxés de manipulateurs. Et on nous dira, c'est pas habile que tu es, c'est pas professionnel, c'est pas efficace, tu es carrément manipulateur, c'est trop fort. Alors la vraie question que nous avons intérêt à nous poser, c'est comment être habile, sur le plan relationnel en particulier, sans jamais être taxé de manipulation. Eh bien c'est très simple. Annoncez la couleur. Annoncez que votre intention, c'est de manipuler. Oh bien sûr, vous ne le direz pas comme ça, mais ça sera très proche. Par exemple, un commercial face à son client a intérêt à lui dire « Monsieur, je ferai tout pour vous convaincre de l'intérêt qu'il y a pour vous à travailler avec nous. J'ai envie de vous séduire. Je ferai tout pour vous séduire. » Le paradoxe de l'habileté, c'est pour ne jamais être taxé de manipulatrice, c'est de s'afficher en tant que tel. Et je vous conseille, plus vous sentez que vous serez efficace dans une relation humaine, d'annoncer la couleur, c'est-à-dire vos objectifs finaux. Monsieur, je ne suis pas là pour, soi-disant, épouser la même cause que vous sur le plan politique, moral, etc. Non, non, monsieur, je suis là pour vous vendre. Je suis là pour que nous établissions un partenariat commercial. C'est presque la phrase du Crédit Lyonnais, « Votre argent m'intéresse ». Bien sûr, vous n'irez pas jusque-là, mais le meilleur mensonge, c'est de toujours dire la vérité sur ses intentions finales. Et vous ne serez jamais taxé de manipulateur. Merci et à bientôt. Il est très courant, il est à la mode, d'entendre dire « soyez naturel ». Je suis très prudent sur ce type d'injonction. Et je vous conseille toujours, avant d'être naturel, de vérifier stratégiquement si c'est le bon moment, si c'est en adéquation avec les circonstances et votre politique générale. C'est un paradoxe. Mettez votre nature dans un cadre culturel. En fait, pourquoi se méfier du concept de nature? D'abord parce que les lois de la nature sont hyper dangereuses. Ce sont les lois de la jungle, ce sont les lois du plus fort. Et que quand on me dit qu'il faut être naturel, je réponds souvent, vous savez, les plus grands salauds étaient naturellement de grands salauds. Néron voulait voir naturellement ce que faisait une ville d'un million de personnes qui brûlait, il fait brûler Rome. Les gens naturels sont souvent des gens qui n'ont pas de cadre à leurs instincts. Ensuite, ce sont des gens qui, sans aller jusque-là, ont simplement un fort égoïsme. Et malheureusement, ce ne sont pas vos natures qui les intéressent, ce sont les leurs. Il n'y a pas plus égoïste qu'un homme naturel qui ne pense qu'à sa nature. Ensuite, ce sont des personnes qui ont du mal à changer. Car justement, le fondement du changement, c'est de cadrer sa nature en cultivant un destin. Et d'ailleurs, ils le diront. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, chef, ce n'est pas ma nature. On ne se refait pas à 40 ans. Or, justement, une vie ne se donne pas, une vie se construit en fonction de quoi? De ses projets. Et d'ailleurs, on se trompe sur sa nature. Ce qu'on appelle sa nature, à 90%, c'est quoi? Ce sont des acquisitions d'enfance. Ce sont des apprentissages tellement précoces que l'on croit que l'on est né avec. Mais en fait, aux gens qui vous disent « chassez le naturel, il revient au galop ». Dieu merci, avec les proverbes, on peut toujours trouver un proverbe qui dit l'inverse. Vous pourrez leur répondre « oui, mais une culture qui est intégrée devient toujours une seconde nature ». D'ailleurs, une fois, je traversais Paris et puis animé par une discussion avec un collègue, je ne me suis pas vu conduire pendant 1 heure. Et je me suis retrouvé porte de Pantin alors que je n'allais pas du tout porte de Pantin. J'avais conduit naturellement. Pourquoi? Parce que la conduite automobile était devenue un apprentissage réussi. Dans les semaines qui ont suivi mon passage du permis de conduire, c'était loin d'être acquis. J'étais naturellement gauche. En fait, un homme humaniste se méfie beaucoup de la nature. Tout l'humanisme occidental s'est bâti sur une certaine distance par rapport à la nature et aux lois de la nature. Et cette distance s'appelle la culture, la civilisation, le respect de l'autre. Je vous conseille donc d'essayer de pratiquer le naturel, mais à une condition, qu'il soit toujours cadré par un projet stratégique. Que vous utilisiez à un moment donné les atouts de votre nature, ne me choque pas une seconde, à condition qu'il s'inscrive dans un projet, que c'est le bon moment de faire voir son humour, que c'est le bon moment de se mettre en colère. Il y a mieux que la nature chez l'être humain, parce que la nature, c'est le propre de l'animal et de son déterminisme, c'est la culture.
et la discipline personnelle, la maîtrise de soi. Au théâtre, vous avez une obligation pour tout acteur qui résume bien cette distance par rapport au naturel. C'est le devoir du masque. Un professionnel a toujours un masque. D'ailleurs, toute personne qui vit en société a un masque social. Autrement, il serait insupportable. Il laisserait filer ses instincts les plus bas. Eh bien, un professionnel a toujours un masque, parce que derrière le masque, il y a ses états d'âme, il y a sa nature, son agacement, sa fatigue, le fait qu'il préfère telle et telle personne dans le groupe, mais que le groupe n'a jamais à savoir, parce qu'il a un professionnel, qui lui-même a un masque, et que devant le masque, vous avez quoi? Le rôle. Un vrai professionnel sans rôle, et c'est pour ça qu'on le respecte. Quand Trintignant, Roland Giraud ont perdu leur fille, le soir même, on leur a suggéré de ne pas faire cette représentation théâtrale. C'est pas tous les jours qu'on perd sa fille. Ils ont dit, les deux, nous sommes des professionnels. Les gens ont payé leur place, ils viennent de loin. Rassurez-vous, nous tiendrons notre rôle et nous ne jouerons pas comme des gens qui ont envie de pleurer. Nous jouerons comme des professionnels. Les vrais professionnels ont toujours en tête cette belle phrase de Shakespeare. Le monde entier est une scène. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties. Hommes et femmes tous ne sont que des acteurs et la vie durant ne jouons que des rôles. Je suis certain, quant à vous, qu'en utilisant ces méthodes, vous jouerez particulièrement bien le vôtre. À bientôt et merci. Comment gérer son stress dû aux pressions, au harcèlement de la vie quotidienne et comment aussi ne pas stresser les autres? C'est une question qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure où justement la densité de notre travail s'accentue. Pour ça, j'ai envie que nous revenions à une phrase très importante de Bachelard, le temps contraint, l'espace libère. Souvent, le stress va être actionné par des contraintes de temps, parce que les deux dimensions du temps sont deux dimensions stressantes. Le passé, surtout quand celui-ci est plutôt négatif, et puis la vitesse. C'est pour ça que quelqu'un qui met la pression sur une autre personne a souvent tendance à lui faire les deux d'un seul coup. Ça ne fonctionne pas depuis le jour du mariage, et d'ailleurs j'aimerais que tu changes dans la journée, parce qu'autrement c'est le divorce. On ne négocie jamais sous la pression, on ne négocie jamais sous la pression de vitesse en particulier. Alors, comment faire le contraire? Eh bien, d'abord, nous pouvons nous inspirer d'un très bon exemple, qui est la Légion étrangère, qui arrive à booster l'énergie et l'engagement de ces hommes. Pourquoi? Parce qu'elle contre les deux dimensions négatives du temps. Le passé, on ne veut pas le connaître. Ce que tu as fait, tu l'as fait. Aujourd'hui est un nouveau jour. Tu seras avec nous ce que tu as envie d'être. Et puis, la vitesse, eh bien, il se trouve que chez nous, on marche plus lentement que les autres. Parce qu'on est une troupe d'élite et que les troupes d'élite, en général, marchent plus lentement, que ce soit les Scots Guards, la Légion étrangère, les montagnards. Parce qu'ils savent qu'ils ont souvent one shot et qu'ils n'ont pas intérêt à se tromper, donc ils prennent le temps, avant le virage, de freiner pour accélérer ensuite. Comment essayer de résister au temps dans ces deux dimensions de contrainte? Eh bien, j'ai envie de vous proposer un outil magique qui est le recours au choix en permanence, parce que le choix, c'est une variante de l'espace, c'est l'espace de choix. Et plus nous ouvrirons sur l'espace de choix, plus nous pourrons habilement contrer le stress par la vitesse, qui est toujours ressentie comme une pression inutile. Prenons quelques exemples. Premier exemple, vous êtes reçu dans le bureau de quelqu'un qui, sans forcément le faire exprès, vous met tout de suite la pression par une phrase du type « Allez, asseyez-vous ». C'est-à-dire un double impératif, une double vitesse. Et en plus, le « aller » a quelque chose d'un peu bovin, c'est « aller les bœufs », qu'on fait souvent au début d'ailleurs, et à la fin d'un entretien. Comment ne pas subir cette pression, et bien sûr, ne pas en mettre une autre sur son interlocuteur? Eh bien, je vous conseille l'utilisation du choix. Premier mot du choix, le volontiers, qui veut dire de par ma volonté, pas parce que vous l'exigez. Allez, asseyez-vous, volontiers. Virgule. Vous préférez que je m'assoie là ou là? Vous avez ouvert l'espace de choix et en général, dans 9 cas sur 10, l'autre va vous répondre où vous voulez. Il est rentré lui-même dans quelque chose de moins stressant, de plus partenarial. Il vous a renvoyé à un choix d'homme libre. Il a flatté votre humanité, qui se caractérise par le libre arbitre. Prenons un deuxième exemple. Vous êtes conférencier, vous intervenez en fin de convention, après plusieurs autres conférenciers, et bien sûr, comme souvent, le temps a dérapé, et on vous dit, monsieur Aelion, vous êtes le dernier à intervenir, on a dérapé d'une demi-heure, vous n'avez plus qu'un quart d'heure sur les 45 minutes, annoncez-le à votre salle.
C'est pas très valorisant pour vous, c'est pas très valorisant pour la salle. Vous n'êtes pas le président de la République, autrement vous aurez donné forcément vos 3/4 d'heure, voire même plus. Comment parler de cette contrainte, qui est une pression, sans pour autant l'afficher? Eh bien, je vous conseille de parler de l'espace, et non pas du temps. On ne dit pas, puisque nous n'avons que 15 minutes, et d'ailleurs c'est fascinant de voir que des gens qui n'ont que 15 minutes vont perdre du temps à rappeler régulièrement qu'ils n'ont pas le temps, puisqu'il ne nous reste plus que 3 minutes, puisque nous avons encore 1 minute. C'est fascinant, c'est assez dévalorisant. Il vaut mieux au contraire répondre dans l'espace, et non pas dire nous n'avons que 15 minutes, mais mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'aller à l'essentiel, à la conclusion, aux priorités de cette conférence. Et je dégagerai 3 priorités essentielles, 3 axes de réflexion majeurs. L'essentiel, c'est la quête du sens, c'est donner du sens, c'est l'espace, alors que faire vite, c'est typique des esclaves, où on claque dans les doigts et sont déjà dans la course. Le propre de la sérénité d'une troupe d'élite, c'est toujours le ralenti du pas. Prenons un 3e exemple, vous animez une réunion avec une quinzaine de participants, et puis tout d'un coup, un des participants vous prend à partie et vous fait une double pression. Je vous arrête tout de suite, monsieur Aelion. Répondez-moi d'abord à ce point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. Donc vous voyez, il vous rétrécit l'espace. Répondez-moi, sous-entendu, oubliez le reste de la salle. Et puis tout de suite, vous n'avez pas beaucoup de temps de réflexion. Et c'est fascinant, comme à ce moment-là, nous dérapons. Soit nous lui répondons maladroitement, trop vite, soit nous reportons à plus tard. Je vous conseille une solution intermédiaire, qui est l'ouverture de l'espace. Vous reculez dans la salle, vous regardez l'ensemble de la salle, et vous dites à l'ensemble des participants, que pensez-vous de cette remarque? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez de façon identique avec tel participant? Alors, deux cas de figure. Soit vous vous dites que face à un contre-leader, il y a souvent un contre-contre-leader. Il y a le vizir is no good. Et souvent, quelqu'un dira non, pas tout à fait. Mais prenons le cas le pire. Vous constatez que tout le monde dit je suis d'accord avec mon collègue. Donc vous dites j'aurais pas dû faire l'outil. Non, au contraire, mais continuez dans l'espace de choix. Ouvrez encore plus l'espace. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ouvrez en répondant à l'ensemble des participants et jamais aux participants qui vous a interpellé. Vous en faites une règle commune. Vous êtes dans l'animation d'une réunion collective. Vous pouvez même vous payer le luxe de tourner légèrement le dos à celui qui a initié cet incident et de parler en ouvrant votre gestuelle à l'ensemble de la salle. Vous avez là 3 cas qui montrent bien que la première façon de résister au stress dû au temps et en particulier à sa dimension de vitesse, c'est d'avoir toujours le réflexe, non pas de faire vite, mais d'ouvrir l'espace de choix. Ça assurera votre humanité et l'humanité de vos interlocuteurs. D'ailleurs pour eux, le mot le plus mobilisateur et respectueux, qui permet d'ailleurs de concilier l'exigence et la tolérance, c'est le voulez-vous. Faites appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors, plutôt que de leur parler régulièrement à l'impératif, écoutez, permettez, ce qu'en français veut dire ta gueule, excusez-moi, plutôt que de leur dire ce qui est un peu mieux, mais qui est encore insuffisant, pouvez-vous, ce qui est un doute sur leur capacité, passez directement au voulez-vous. Sous-entendu, je sais que si tu veux, tu peux. L'outil du choix n'est pas incompatible avec une détermination, par exemple d'un manager ou d'un commercial. À tout niveau de contrainte que vous aurez, je vous conseille de faire un sous-niveau de liberté dans l'acquisition de la contrainte. Par exemple, je suis en contrainte avec ma petite fille, je mets la pression en lui disant « fais-moi un dessin ». Je peux très bien faire la même pression, mais sans qu'elle se sente harcelée, je rajouterai « tu peux me faire un dessin au crayon ou au stylo ». Encore plus directif, fais-moi ma fille un dessin au crayon. Tu peux le faire ce matin ou cet après-midi, papa est un grand libéral. Autrement dit, avoir un niveau d'exigence élevé est compatible avec une stratégie non stressante, à condition de proposer toujours un espace de choix. Pour citer Mendes France, gouverner, c'est choisir. Se gouverner, c'est se mettre face à des choix. Gouverner les autres, c'est les mettre face à des choix, c'est-à-dire les rendre acteurs, quelqu'un qui a une marge de manœuvre. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Faut-il se mettre en colère? La question peut paraître incongrue. Et pourtant, elle est capitale, surtout pour les managers et toute personne en situation d'autorité.
Vous avez aujourd'hui en fait deux extrêmes qui sont très pratiqués. La colère permanente, l'agressivité, la menace perpétuelle, le harcèlement, et l'absence totale de colère qui est souvent le propre des soumis, ou même quand on leur arrache les deux bras, ils ne savent que sourire et ne rien faire d'autre. Donc je vous conseille d'utiliser la colère, d'ailleurs comme beaucoup d'autres sentiments, d'une façon stratégique. Et en vous rappelant cette belle loi de l'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Car ne pas se mettre en colère, c'est avouer qu'on n'a pas d'autorité. Je vous rappelle que depuis l'Antiquité, dans toutes les religions, même polythéistes, le chef des dieux est toujours celui qui est représenté avec les foudres de Zeus. Que ce soit la colère d'Allah, le dies irae, la colère de Jésus dans le temple, il n'y a pas d'autorité sans colère. Mais trop de colère tue la colère et l'autorité. Alors je vous propose une utilisation optimum de la colère. D'abord dans le temps. Il y a quelques années, un amiral qui a dirigé l'école navale et qui, dans son testament pédagogique, en quittant son emploi, avait écrit « Messieurs les futurs officiers, mettez-vous 3 fois en colère par an, dont 2 simulées. » J'aime beaucoup ce testament pédagogique. Je vous conseille de jouer la colère pas trop souvent dans une existence. Et les Grecs disaient dans l'Antiquité « à 4 commence l'infini ». Et cette colère, vous pouvez la simuler. Ce qui vous permettra d'ailleurs de jouer la colère. Alors qu'est-ce que c'est que bien jouer une colère? C'est fondamentalement ne jamais se mettre en colère contre quelqu'un, mais pour défendre une valeur, un principe. Et si vous voulez avoir une bonne illustration de cet usage de la colère, eh bien, vous avez un excellent film de Sidney Lumet avec Henri Fonda, qui est 12 hommes en colère. Et vous voyez comment Henri Fonda arrive à ses fins d'une façon qui reste humaniste, en se mettant 2-3 fois en colère, non pas contre des hommes, mais pour défendre des principes. Et là, ce sont des principes d'équité. Merci de votre attention et à bientôt. Faut-il être poli? C'est vrai que la question peut paraître provocante. En fait, elle ne l'est pas tant que cela si on analyse ce que veut dire poli. Qu'est-ce qu'une pierre polie? C'est une pierre qui n'a pas d'aspérité, qui s'est fondue dans les normes de la police, c'est-à-dire de la cité. Vous avez des gens dont on sent bien que la politesse, entre guillemets, n'est pas très catholique. Et pourtant, on sent bien aussi que l'impolitesse n'est pas forcément un bon allié. Alors, je vous conseille d'utiliser la politesse, en fait, d'une façon stratégique. Et la meilleure façon d'être stratégique en politesse, c'est par exemple de la différer. Et d'essayer d'être poli sans mot de politesse. Prenons un exemple. Je souhaitais rencontrer un DRH d'un grand groupe automobile, surfiltré par sa secrétaire. Qu'est-ce que j'ai mis au point comme phrase qui à la fois me fasse considérer par lui comme un homme poli, mais qui à la fois ne me fasse pas passer pour quelqu'un de trop policé et servile. Alors voilà la phrase. Bonjour, François Hélion pour Roland Varnalega, si vous voulez bien me le repasser. Ça, c'est la phrase que j'ai dite à sa secrétaire. Phrase finale pour un barrage final. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle n'a pas de mot de politesse, pas de monsieur, ni d'un côté ni de l'autre, pas de s'il vous plaît, mais simplement un si vous voulez bien. Et ensuite un prénom, suivi d'un nom sur lequel d'ailleurs je trébuche, comme si j'étais tellement habitué à l'appeler par son prénom que je n'avais plus en tête son nom de famille. Et me le repasser, sous-entendu, on est déjà dans une relation très coutumière. Par contre, si vous vous efforcez de ne pas être trop poli au début pour demander les choses, je vous conseille de l'être particulièrement pour remercier des choses. Alors que vous verrez, les gens font en général l'inverse. Et quand la secrétaire m'a passé son dirigeant, à ce moment-là, j'ai pris le temps de lui dire « Madame, je vous en remercie, c'est particulièrement sympathique d'avoir fait aussi vite. » En conclusion, je vous conseille d'éviter les politesses anticipées, qui sont des politesses par trop instrumentales, la politesse des petits, de ceux qui quémandent, qui font le beau pour avoir beaucoup, au profit d'une politesse différée, qu'on appelle la reconnaissance, qui est en un mot la politesse du cœur. Merci à vous. Vous vous demandez tous pourquoi
Beaucoup de méthodes, d'outils commerciaux acquises dans d'excellentes formations commerciales n'ont pas toujours le rendement escompté. Et c'est vrai, ça peut paraître étonnant. La véritable explication est dans cette capacité, en fait, à relativiser ces outils en fonction de la variété des typologies humaines, de la variété des personnalités. Et pour ça, en fait, il s'agit d'être cerveau total. Commençons par analyser qu'est-ce qui fait la différence humaine sur le plan mental. La première analyse qui a été faite par un prix Nobel, Sperry, distingue d'une part les personnes à dominante cérébrale, cerveau gauche, et à dominante cérébrale, cerveau droit. Alors, pour faire simple, le cerveau gauche, en fait, on peut l'assimiler à un problème de petite focale pour ceux qui font de la photo ou de la vidéo. Et le cerveau droit, bien sûr, la grande focale. Nous avons dans notre cerveau une sorte de système de zoomage qui nous permet soit d'avoir une vision de la vie comme un expert, un spécialiste qui voit bien les détails, qui est structuré, rationnel, au sens où ratio veut dire couper, il segmente et il veut aboutir à quelque chose de net et précis. Et pour ça, il sélectionne, il est très sélectif. Donc c'est vrai qu'il vise à quoi? À l'homogénéité. Le cerveau droit, quant à lui, est le cerveau à grande focale, le champ panoramique, qui ratisse large, qui accepte et qui tolère la variété de la vie avec son désordre créatif. C'est le cerveau, non pas des parties, mais des ensembles, non pas de la logique, mais de l'émotion, de l'imagination. C'est le cerveau qui préfère ratisser large plutôt que d'être prématurément sélectif. En un mot, vous avez le cerveau de la fourmi, cerveau gauche, et de la cigale, cerveau droit, petite et grande focale. Maintenant, une deuxième analyse nous permet d'identifier une deuxième typologie d'individus, les cortex et les limbiques. Les cortex, ce sont ceux qui voient d'en haut notre cerveau cortical. Seul l'homme a un cortex complet. C'est le dernier cerveau apparu dans les espèces vivantes. Et c'est celui qui fait écorce sur les deux autres, qui permet d'englober une vision plus haute des situations. Vous avez, au contraire, un cerveau limbique. Limbique, les limbes, ça veut dire le bord, le contact de l'environnement. C'est celui d'ailleurs qui reçoit les sens, les sensations de l'environnement. Les images, les sons arrivent directement au limbique, qui les transmet éventuellement au cortex. Les corticaux, on pourra dire, ce sont des secondaires qui ont une pensée, des concepts plutôt individuels, dans la solitude de mes pensées. Et les limbiques sont plutôt des collectifs qui ne sont intelligents qu'en contact d'autre chose qu'eux-mêmes. Ils sont plus dans la sensation, les sentiments. Eh bien, il appartient à Nederman d'avoir eu l'intelligence de croiser ces deux dimensions, ces deux axes, pour établir une grille qui est un premier début dans une typologie à 4 cadrans. Si nous croisons le cortical avec la pensée de type cerveau gauche, prudente, sélective, eh bien ça nous donne quoi? Descartes. Ça nous donne la pensée rationnelle, le cerveau qui veut juger, qui veut avoir un bon jugement. C'est le cerveau du maître, le scientifique veut maîtriser par la culture la nature. C'est le cerveau qui veut toujours avoir raison, à force d'aimer la raison. Ensuite, comme vous croisez le cortical avec le cerveau droit, vous avez le cortex droit, qui est le cerveau d'une pensée non plus structurée, mais déstructurée, imaginative. C'est le visionnaire, c'est l'intuitif, c'est le poète, Jules Verne, qui, sans être sorti de France, a imaginé, aussi bien dans le temps, dans l'espace, des milliers d'aventures. Ensuite, en descendant plus bas, et je dis que les limbiques alourdissent les cortex, le limbique droit, c'est celui qui est dans un sentiment débridé, où on peut dire qu'il alourdit le cortex droit. Le cortex droit, c'est le débordement des idées, le limbique droit, c'est le débordement des sentiments. Qu'est-ce que c'est que des ressentis débridés? C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence relationnelle, c'est la capacité à travailler en synergie. Je comprends les choses au contact avec les gens. Son prototype pourrait être Livingstone, la pierre vivante, l'explorateur qui comprend l'Afrique en vivant avec des Africains. Et notre dernière dominante, le limbique gauche, c'est le cerveau qui passe en fait du sujet à l'objet. Nous sommes machinal. C'est le cerveau un peu répétitif qui se minéralise un peu. Il est intelligent par les gestes, par les habitudes, les traditions, par la technique, par l'organisation. Il est un peu organique. C'est l'apparatchnik, c'est l'homme de l'appareil. Donc, pour résumer ces 4 formes d'intelligence,
vous avez une intelligence rationnelle, vous avez une intelligence imaginative, intuitive, vous avez une intelligence sensorielle, émotionnelle, et vous avez une intelligence de type expert, organique, l'administrateur. Je n'ai pas dit son paradigme tout à l'heure, c'est Gengis Khan. C'est un cerveau qui est un peu dur, le limbique gauche, qui fait sans état d'âme, ce qui est dans un processus collectif, dans une organisation communautaire, c'est le cerveau du devoir, opposé au limbique droit, qui est le cerveau de la conscience. Maintenant que nous avons ces quatre dominantes, eh bien, il est indispensable de commencer à y mettre les outils commerciaux. Alors d'abord, prenons un exemple pour identifier la typologie de son interlocuteur. Je vais vous donner un mot, et vous allez localiser ce mot, quelle dominante mentale en général a ce type de point de vue, et ensuite on va essayer de trouver les trois autres. Et ça, nous pouvons le faire sur n'importe quel concept sur Terre. Je vous parle de motivation. Vous avez en face de vous un client, un prospect qui vous dit « ce qui me motiverait, monsieur Hélion, c'est de... » etc. etc. Quel type de cerveau? Eh bien, je vous propose le limbique droit, ou le cerveau de l'intelligence émotionnelle. Vous voyez bien que c'est quelque chose d'un peu chaleureux, tout en étant encore du domaine relativement concret. Parce que si vous prenez le cortex droit, qui donc allège le limbique droit, c'est toujours très ouvert, débridé, mais c'est déjà beaucoup moins lourd. Donc lui, il ne vous dira pas mes motivations, il vous dira mes aspirations. Et vous voyez comment vous rentrez un peu plus dans l'éther. Prenons le limbique gauche qui est en opposition totale avec le cortex droit, en diagonale. Lui ne vous dira pas mes motivations, il ne vous dira pas mes aspirations. Il vous dira j'ai besoin, je suis obligé, il me faut. Et enfin, le dernier, le cortex gauche, qui est toujours au cerveau gauche un peu froid, rationnel, mais tout en élevant un peu, en noblissant le besoin. Lui vous dira j'ai des ambitions, j'ambitionne le poste. Voilà, vous pouvez faire ça pour pratiquement tous les concepts. Et ainsi commencer à typer le registre mental qui est déployé par votre client ou votre collaborateur, ça s'applique également au management, lorsqu'il s'adresse à vous. Maintenant, prenons deux grandes analyses commerciales et commençons à les relativiser par rapport au type d'interlocuteur que j'ai. On nous dit, réussir sa vente, c'est découvrir la motivation d'achat, ou disons les deux premières motivations d'achat de son interlocuteur, et bien sûr de lui argumenter dans ses motivations. Alors mettons les grandes motivations d'achat sur les quatre dominantes mentales. La sécurité. Eh bien la sécurité est typique des limbiques gauches. Quand vous êtes orienté sur le passé qui est connu, qui rassure, sur la terre, le concret qui est tangible et qui rassure, eh bien vous aimez la sécurité. Deuxième motivation d'achat, souvent l'orgueil, l'image de marque, se démarquer. Là, c'est typique du cortex gauche. N'oublions jamais que la science aime le discernement. Le 1 est plus petit que le 2, qui est plus petit que le 3. La science, c'est le classement. Penser, c'est classer, disait Buffon. L'orgueil est typique du cortex gauche. La nouveauté, elle représente bien le cortex droit, nouvellement vu. C'est l'ouverture dans l'espace, dans l'image, l'imaginaire. Commodité, confort. Alors là, on est sur un registre et demi. Toujours essentiellement du limbique gauche, avec un peu, si on pense au confort matériel, au confort d'ambiance, le limbique droit. Et puis, vous avez l'argent, et là, l'argent, c'est typique cerveau gauche. Maintenant, il faut distinguer, et c'est là où la grille est intéressante, l'argent relatif, l'argent pouvoir, statut, cortex gauche, et l'argent absolu. Ce n'est pas gagner plus que quelqu'un, mais c'est assurer sa retraite, avoir des biens matériels et bien vivre. Des espèces sonnantes et trébuchantes. Et enfin, le dernier, sympathie, le pathos avec l'autre, c'est essentiellement du limbique droit, avec un peu, si on pense à l'émotion artistique, du cortex droit. Voilà un premier exemple où nous relativisons les motivations d'achat selon les dominantes mentales, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps, si par ailleurs nous savons comment se comporte un limbique gauche, un cortex droit et un limbique droit. Prenons un deuxième exemple. On nous dit souvent que réussir un entretien, c'est le structurer selon 4 étapes. Contact, 10%. Connaissance des motivations d'achat, le fameux SONCAS, 50%. Conviction, c'est-à-dire argumenter et réfuter les objections, 30%. Et conclure, 10%. Eh bien, cette règle est à la fois juste, mais à la fois fausse, parce qu'elle correspond à des moyennes, et c'est rare que les gens que nous ayons en face de nous correspondent à des moyennes. Par exemple, pour les limbiques,
10% de contact est notoirement insuffisant. Le limbique, si vous, pour le limbique droit, ne prenez pas des nouvelles de sa fille, de sa santé, s'il vous en a parlé lors d'un rendez-vous précédent, eh bien, il n'aura pas envie de faire affaire avec vous, c'est trop déshumanisé. Le limbique gauche, lui, aime une autre forme de contact. C'est le contact méthodologique, bien fixer l'objectif de l'entretien, les règles du jeu, les modalités, le timing. Les limbiques veulent beaucoup plus que 10% de contact. À l'inverse, les cortex n'aiment pas le contact. Si vous restez même 10% d'un entretien d'une heure, ce qui fait 5 minutes, avec un cortex gauche, qu'est-ce qu'il va déduire? Eh bien, il n'a pas l'air de connaître son métier. Ce n'est pas un vrai décideur. Il ne fait pas des décisions, il ne tranche pas. Il a l'air de tourner autour du pot, ce commercial. Et puis, si vous faites 10% de contact avec un cortex droit, alors lui, c'est bien simple. Dans 5 minutes, vous ne le verrez même plus dans le bureau. Il va être appelé, sollicité par des tas d'autres activités, d'ailleurs, qui va se créer, parce que c'est un homme de curiosité, c'est un homme d'espace, c'est un homme qui ne tient pas en place. Et c'est un infidèle au passage. Prenons le deuxième C, la connaissance, la découverte. Eh bien, les cerveaux droits sont beaucoup plus sensibles à ce moment de la vente que les cerveaux gauches, qui verront là aussi quelque chose d'un peu trop flou et indéterminé. Alors que le limbique droit va aimer les outils de la découverte, que sont la communication, l'écoute active, la formulation, le questionnement. Il s'intéresse à moi, on dialogue, c'est plus le logos des cortex gauche, c'est le dialogos des limbiques droits. Alors que le cortex droit va également aimer cette phase-là, mais plutôt pour le résultat de la découverte, c'est-à-dire aller dans un nouvel imaginaire, épouser de nouvelles idées, rebondir. C'est les résultats de la découverte qui va lui plaire. Passez pas trop de temps dans cette deuxième étape, et moins que 50%, malgré ce que l'on dit, avec les cerveaux gauches, et beaucoup plus avec les cerveaux droits. Troisième et avant-dernière étape, le C de l'argumentation, de la conviction. Et vous voyez bien que dans convaincre, il y a vaincre. Et bien là, les limbiques gauches et les cortex gauches sont au rendez-vous. C'est là qu'ils vont mesurer votre professionnalisme. Il doit savoir de quoi il parle, il doit argumenter de façon nette, précise, et il doit savoir résister à mes coups de butoir, que sont mes objections. Alors que cette phase un peu guerrière, un peu yang, cerveau gauche, est beaucoup moins sympathique pour un cerveau droit. Et là, vous pouvez faire encore moins que 30% avec un limbique droit et un cortex droit. De toute façon, si vous avez fait rêver le cortex droit, si vous avez été chaleureux avec un limbique droit, vous serez déjà acheté à cette étape-là. Et pour terminer, le dernier C, le closing, la conclusion, eh bien là, de nouveau, c'est le limbique gauche qui va être très demandeur. Celui-ci a besoin d'être cadré. D'ailleurs, ce qui va l'intéresser, c'est même l'après-vente, le contrat de maintenance, le fait que vous ne le lâchiez pas seul dans la nature, qui n'aime pas des cerveaux droits. Autrement dit, réussir l'introduction et réussir la conclusion avec un limbique gauche, c'est pratiquement lui proposer un projet de type ISO 9000. C'est être dans la qualité totale, c'est-à-dire le respect de ce que l'on dit. Être un commercial cerveau total, c'est relativiser en permanence les outils les plus sacro-saints des méthodes de vente, selon avant tout les grandes typologies humaines, les typologies commerciales de ses interlocuteurs. Pour arriver à cette gymnastique, le commercial cerveau total aura d'ailleurs lui-même intérêt à balayer successivement ses différentes dominantes mentales, voire même celles qui ne sont pas ses dominantes, mais qu'il devra s'efforcer de travailler. Paul Valéry, qui s'y connaissait en matière de genre humain, disait, non pas du commercial, mais de l'homme d'affaires, ce qui n'est pas très loin, que finalement c'était un composite entre une machine à calculer et un danseur. Voilà en quelque sorte une bonne définition du vendeur cerveau total ou du vendeur profilé. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour, je m'appelle François Hélion et j'anime la société Dantros, société de coaching et de formation pour managers et commerciaux. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui d'un point qui me semble capital pour réussir aussi bien sa vie professionnelle que sa vie privée, la capacité à négocier en toutes circonstances. Cette capacité se nourrit de 4 facteurs qui constituent la négociation raisonnée. Premier point de la négociation raisonnée, la capacité permanente à traiter séparément les questions de personnes et les questions relatives aux différents. Nous avons trop tendance à nous affecter de ce que nous prenons souvent pour des attaques personnelles de la part de nos interlocuteurs, alors que souvent, ils ne sont que l'émission légitime d'appréhension, de crainte, de besoin.
que d'ailleurs nous avons tendance également à partager. Distinguer les questions de personne et les questions relatives aux différents, c'est d'abord impliquer le plus tôt possible dans une négociation son interlocuteur, qu'il y ait un intérêt réel. Voulez-vous que nous profitions de cet entretien pour également aborder tel et tel problème? C'est régulièrement le faire revenir dans l'intérêt qu'il y a à négocier. C'est important pour vous, n'est-ce pas? C'est bien ce que vous recherchez, n'est-ce pas? C'est également bien s'ouvrir, verbaliser les questions émotionnelles en permanence. Dès que je sens des préoccupations, il est indispensable que je m'ouvre à elles, aussi bien d'ailleurs celles de mon interlocuteur, j'ai l'impression que vous ressentez une certaine déception, que les miennes. Je vis mal le fait que vous ayez mis cette nouvelle donne sur la table. Cette capacité à légitimer en permanence les émotions comme un élément normal d'une négociation permet justement sa facilitation. Nous disons dans notre métier que plus on est dur avec le problème, plus il faut être doux avec la personne. Être doux avec la personne, c'est par exemple comprendre en permanence. Et j'allais presque dire, moins nous le comprenons, plus nous devons affirmer notre compréhension, parce que c'est en se sentant compris que les gens s'ouvrent. C'est le fameux « je vous ai compris » du général de Gaulle, qui d'une certaine façon avait aussi à négocier son retour en 1958. C'est la capacité aussi à faire des gestes symboliques. La capacité à faire un cadeau, à savoir s'excuser dès qu'il y a matière. C'est enfin, non seulement à ne pas faire de reproches à son interlocuteur, mais à, en permanence, mettre les problèmes sur le ressenti que l'on peut avoir soi-même. Plutôt que de dire « vous n'êtes pas professionnel », il est plus intéressant de dire « je vis mal le fait que je le prends pour une méfiance, je suis déçu ». Pour vous illustrer cette première loi, j'ai envie de vous donner l'exemple suivant. Prenons le cas d'un vendeur d'appartements. Il a un acquéreur potentiel qui lui réclame une baisse des prix de 30%. Être doux avec la personne et dur avec le problème, c'est commencer par lui dire la chose suivante. Je comprends votre demande et j'aimerais vous faire plaisir, vous mettre sympathique. S'il y a bien quelqu'un à qui je vende cet appartement, c'est bien vous. Si je prends ce risque de vous mécontenter alors que vous m'êtes sympathique, c'est que vraiment je ne peux pas. Alors que souvent, nous allons procéder de façon inverse. Nous avons l'habitude, quand nous voulons faire pression sur les prix, par commencer à dénigrer le bien que nous voulons acheter. Ce qui donne qu'une envie, en général au vendeur, d'essayer de vendre à quelqu'un d'autre qui lui est par ailleurs beaucoup plus sympathique. Deuxième point important de la négociation raisonnée, se concentrer sur les intérêts réellement en jeu et non sur les positions ou les réclamations initiales. Nous disons la réclamation initiale est rarement la demande finale. Nous dramatisons beaucoup trop ce qui nous sépare de nos interlocuteurs. Rappelons-nous au contraire la belle phrase de La Rochefoucauld, « Les gens se distinguent par ce qu'ils montrent, mais se rapprochent par ce qu'ils cachent. » Et plus souvent que nous ne le pensons, nous avons des intérêts, sur le fond, qui peuvent être totalement compatibles. Alors, encore, pour cela, faut-il procéder d'abord par un système de questionnement. Nous affirmons trop vite les choses, sans prendre la prudence de questionner sur l'essence de la réclamation, par des phrases du type « Et pourquoi tenez-vous tant à cela? Qu'est-ce qu'il fait que vraiment vous souhaitez cela ?» Les demandes réelles sont les moteurs silencieux de l'action, alors que les réclamations n'en sont que la manifestation bruyante et qui nous impressionne de trop. Prenons là aussi un exemple. J'ai un jour un différend avec mon épouse qui me reproche de ne pas lui avoir offert de fleurs depuis pas mal de temps. Le conflit est en train de monter en tension. Alors là, j'ai intérêt à appliquer mes outils. Et posons une question qui monte aux intérêts réels, en osant lui dire « Et pourquoi d'abord tiens-tu tant à ce que je t'apporte des fleurs ?» Alors, bien sûr, la question semble évidente. Mais ce qui est surtout intéressant d'analyser, c'est l'évidence de la réponse. Eh bien, c'est évident, pour faire voir que tu as une famille, que tu tiens à nous. On ne te voit plus, tu ne t'intéresses pas à nous. Tu n'accompagnes même pas ta petite fille Laura à l'école le samedi matin. Eh bien voilà, nous connaissons la demande réelle. C'est l'accompagnement. Ce qui se traduit dans ma position par la phrase suivante, tu veux dire, ma chérie, que si je prends l'engagement d'accompagner ma petite fille, disons au moins 2 samedis par mois, il n'y a plus de problème en ce qui concerne l'absence de fleurs. Troisième point important, la capacité à imaginer un large éventail
de solutions permettant un bénéfice mutuel avant de prendre sa décision. Trop souvent, nous avons 4 facteurs qui nous bloquent dans cette capacité de dépasser les blocages de négociation. D'abord, les préjugés. Ensuite, la croyance qu'à tout problème, il n'y a qu'une solution, une solution unique. Également la croyance que le gâteau est fixé une fois pour toutes. Et enfin, l'idée que c'est au protagonisme de régler ses propres difficultés, que nous n'avons pas à l'y aider. Eh bien, le négociateur raisonné va faire exactement l'inverse. D'abord, pour éviter d'avoir des jugements à l'emporte-pièce, systématiquement, il fera précéder ses affirmations par soit des questionnements, soit l'émission de ses préoccupations. Ensuite, plutôt que de rechercher une solution unique, il essaiera en permanence de proposer des choix sur des objectifs mutualisés, en essayant d'ailleurs souvent de les fractionner. Ensuite, reprenons cette image de la poire qui est coupée en deux, plutôt que de dire vous voulez 100, je veux 50, tranchons à 75, qui est déjà sortir de la négociation, d'avoir plutôt un esprit de répartition mathématique, il dira d'abord soit pourquoi tenez-vous tant à avoir une poire, soit et si nous changions de poire, et si nous en prenions une autre de dimension plus importante, et si nous parlions d'un gâteau à la poire. Cette capacité à ouvrir l'espace et qui s'appelle la créativité. Enfin, il faut se sentir concerné par la difficulté de son protagoniste à prendre lui-même des décisions. Il faut lui faciliter la prise de décision. Et pour ça, lui faire d'abord plus d'offres que de menaces. Et ces offres, les lui présenter en général dans des principes qui sont les siens. Ce qui lui permet aussi de sauver la face. Quatrième élément important de la négociation raisonnée, le fait d'exiger en permanence l'emploi de critères objectifs à l'appui de ses demandes et la capacité à accepter les raisons réelles de son protagoniste. Face à une critique, par exemple, nous avons intérêt, plutôt que de répondre à la critique, de monter aux critères. Prenons un exemple, quelqu'un me dit « oui, mais c'est complètement inutile d'avoir ce type d'approche ou de service ». J'ai intérêt à lui dire « par rapport à quels critères d'utilité ?» C'est une façon de monter aux critères en mettant de côté les critiques. Ce quatrième facteur, c'est aussi la capacité, dès le début d'une négociation, à négocier en quelque sorte la négociation autour d'un principe. Exemple, on est bien d'accord, monsieur, que nous visons un accord durable. Nous sommes bien d'accord que nous visons un accord équitable. Pensez-vous une seule seconde que votre protagoniste va dire « non, non, vous savez, moi je préfère un accord qui soit provisoire et surtout quelque chose d'inéquitable ». C'est très rare, on prend très peu de risques. Et même si cela arrivait, eh bien un bon entendeur salue, on sait à quoi s'en tenir. En général, les gens vont dire « mais bien sûr ». Ce qui vous permet, dès que votre position deviendra difficile. Par exemple, il vous demande une baisse de prix et n'offre rien en contrepartie. Ça vous permettra de lui rétorquer « monsieur, tout à l'heure, nous nous sommes bien mis d'accord sur un accord équitable. Pensez-vous vraiment que le fait de me demander une baisse des prix de 30% alors que, en contrepartie, vous ne m'offrez rien, soit si équitable que cela ?» En un mot, nous disons qu'il vaut mieux céder à des principes qu'à des pressions. Nous venons de voir les 4 facteurs fondamentaux d'un bon négociateur et d'une bonne négociation raisonnée. Vous voyez bien qu'ils impliquent en fait 2 caractéristiques un peu complémentaires, masculines et féminines, de l'être humain. Comme on dirait aujourd'hui, son yang et son yin. Eh bien, cette douceur sur la forme vis-à-vis de l'interlocuteur et cette fermeté sur le fond est bien illustrée par le poète René Char, qui disait ce qu'on peut appliquer en fait à tout professionnel, et en particulier à tout bon commercial. Penser comme un stratège, agir comme un primitif. Je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir, et à bientôt sur ce même canal. Vous souhaitez gérer votre temps, bien sûr. L'époque est de plus en plus exigeante à ce propos. Et vous savez bien tout de suite les inconvénients que vous risquez d'avoir avec vos relations. Pourquoi? Parce que gérer son temps, c'est se fermer à l'espace. Et c'est cette contradiction qui n'est pas assez mise en avant, et dans les séminaires d'ailleurs de gestion du temps et d'organisation personnelle, et dans les séminaires d'espace relationnel dits de communication.
Nous avons intérêt au contraire à bien nous rappeler cette belle phrase de Bachelard, « Le temps contraint, l'espace libère ». Eh bien, à chaque fois que je vais gérer mon temps, je devrais accepter les contraintes en termes d'espace. Et je vous propose justement de voir comment essayer de concilier une bonne gestion de l'espace-temps. Car ce qui fait que souvent nous renonçons à appliquer des outils de gestion du temps, c'est qu'on voit bien très vite que notre espace relationnel ne nous le pardonne pratiquement pas. Alors, voyons d'abord en quoi la gestion du temps obligatoirement passe par une coupure de l'espace si on ne fait pas attention. Gérer mon temps, par exemple, quand je vais animer une réunion, c'est m'obliger à me lever pour fermer la porte. Même si tout le monde n'est pas présent, la gestion du temps commence quand j'ai coupé l'espace relationnel. Il est admirable de voir comment certains animateurs vont commencer leur réunion tout en laissant la porte ouverte, ce qui fait que les personnes qui restent dans le couloir ne se sentent aucunement pressées de venir en réunion. La gestion du temps, c'est couper l'espace et c'est souvent le couper très finement. Être sûr que les gens soient en réunion, c'est commencer à faire des choses, j'allais dire, au-delà des virgules. Par exemple, vous mettez un horaire autour de 10 heures, en quelque sorte, vous autorisez un espace de déviance. Alors que si vous dites la réunion est à 10h05, la réunion est à 10h10, voire même la réunion, et c'est ce qu'on fait pour les rendez-vous téléphoniques aujourd'hui, est à 12h12. Les gens se disent « Ah nom de Dieu, pourquoi 12 ?» C'est qu'il est déjà au taquet, il est déjà à 1 minute près. Gérer son temps, qui est typique d'une fonction cerveau gauche, c'est avant tout mettre des valeurs précises sur ce que l'on fait. Ce qui n'est pas assorti d'une valeur aussi bien de durée que d'une valeur de priorité n'a pas sa place dans une gestion du temps. Par exemple, je décroche le téléphone, je dois identifier tout de suite la valeur temps que j'affecte à cet espace relationnel. Ah, tiens, c'est ma nouvelle épouse, elle vaut 30 minutes. Ah, tiens, c'est ma nouvelle belle-mère, je vais me contenter de 3 minutes. Être capable d'entrée de jeu, de donner une valeur temps à ce que l'on fait, avec bien sûr des objectifs préalables et des moyennes que l'on s'engage à tenir, c'est la première voie royale pour bien gérer son temps. Mais elle est punitive en termes relationnels, comme vous le constatez. Donc maintenant, je vous propose une méthode pour concilier en permanence l'exigence, la rigueur du cerveau gauche qui gère son temps, avec la clémence, la tolérance d'un cerveau droit qui ne veut pas couper le cordon relationnel. Prenons un exemple. J'ai envie d'être efficace au téléphone. C'est-à-dire à la fois bien gérer mon temps et bien gérer ma relation. Et bien plutôt que de démarrer en posant une question sur les sentiments de la personne. Bonjour, monsieur, madame, comment allez-vous? Depuis la dernière fois où on s'est rencontrés, là c'est ouvrir le tonneau des Danaïdes. La personne risque en plus de me parler de sujets qui sont tout de suite hors sujet, m'entraîner dans des états émotionnels de sa vie privée, alors qu'il est beaucoup plus subtil de lui dire d'entrée de jeu, non pas une question, mais une affirmation. Je suis content de vous avoir en ligne, suivi d'un « et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» suivi d'un « et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous entretenir de ». Donc j'affirme, et non pas je pose une question trop ouverte, j'affirme un élément de sentiment. Ensuite, je vais gérer mon objectif rationnel dans le laps de temps que je me suis budgété. Et si jamais, m'étant budgété 10 minutes, je vois que je suis arrivé à 8 minutes, à ce moment-là, je me donne une espèce de récompense, c'est-à-dire 2 minutes de relationnel, et je peux à ce moment-là lui dire « Et au fait, monsieur, madame, comment va votre petite fille depuis la dernière fois ?» En plus, elle restera, cette personne, sur cette sensation émotionnelle, relationnelle, qui n'est pas pour lui déplaire. Dernier cas d'application de cette nécessité de concilier en permanence une approche rigoureuse de gestion du temps cerveau gauche avec une approche tolérante de gestion de l'espace relationnel cerveau droit. Je veux couper la parole de quelqu'un qui parle trop au téléphone ou même en entretien. Eh bien, je vais utiliser ce que j'appelle la loi des 3 rebonds, qui lui donnera l'impression que, en fait, j'épouse le fond de ce qu'il dit, alors que sur le fond, justement, j'ai été ailleurs. Justement, monsieur, par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai envie de rajouter, et là vous pouvez rajouter ce que vous voulez, la personne a l'impression que vous vous êtes relié à lui beaucoup plus que vous n'ayez fait une coupure. Donc, qu'est-ce que gérer l'espace-temps avec efficacité? C'est de concilier en permanence les rigueurs d'une gestion du temps qui vous amènera à couper régulièrement le lien social sur le fond, avec une préoccupation constante de préserver ce lien social sur la forme. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.
Je m'appelle François Hélion et je dirige la société Dantros, société de coaching et de formation à l'excellence des dirigeants. Cela fait plus de 20 ans que je travaille sur les phénomènes d'influence de groupe. Et je souhaite aujourd'hui vous entretenir sur une qualité qui me semble essentielle pour l'efficacité des dirigeants, surtout en période de crise, à savoir leur charisme. Qui n'a pas remarqué que certains d'entre nous, nous disposons d'une sorte de magnétisme qui capte l'attention et qui force l'admiration de son entourage. Ce n'est pas là une sorte de fluide mystérieux, une espèce de qualité innée, mais c'est là travail d'entraînement, de volonté pour acquérir un pouvoir d'ordre personnel. Vous êtes dirigeant d'entreprise, manager projet, et vous souhaitez augmenter vos capacités de mobilisation et, d'une façon plus générale, à dépasser vos limites dans les capacités d'influence. Vous souhaitez monter en charisme comme on monte en pression, en puissance. Mais alors, comment faire? Essentiellement répondre à des questions basiques sur les 3 facteurs qui composent le charisme. Quels sont ces 3 facteurs? Nous allons aller presque du ciel à la terre. Une vision ambitieuse et optimiste de soi, des situations et des autres, des dons mis en scène et un engagement dû à son caractère. Reprenons ces 3 points. Les charismatiques déploient rapidement une vision à la fois optimiste, ambitieuse, et l'ambition est bien à distinguer de la prétention. Il peut y avoir une humilité dans l'ambition. Et cette vision constitue, au sens gaulien du terme, une élévation. Elle consiste essentiellement à 3 points. Viser haut, voir grand et juger large. Alors, les charismatiques visent haut, parce que, en particulier dans des situations de crise réputées impossibles par les élites traditionnelles qui sont en place, eh bien, ils promettent une solution, un avenir, en général radieux et optimiste. Ils passent d'ailleurs souvent par les 3 étapes que reprend par certains côtés la publicité: dramatiser une situation actuelle, flatter son éditoire, promettre un avenir meilleur. Et cet avenir n'exclut pas d'ailleurs le fait de maintenir, de conforter, de restaurer des traditions qui viennent du passé. En quelque sorte, avec une démarche novatrice, ils assurent quand même une continuité avec des traditions. Ça a un côté rassurant. Après avoir visé haut, ce sont des gens qui voient grand. Cette grandeur est due à une double confiance. Ils ont confiance dans la capacité de leur entourage à les aider dans leur mission et à être les hommes de la situation, et bien sûr, eux-mêmes sont convaincus de leur capacité à réussir et d'être l'homme providentiel, l'homme de la situation. Et enfin, ce sont des gens qui jugent large, qui ont une ouverture d'esprit essentiellement centrée sur une sensibilité et une générosité. La sensibilité, c'est une sensibilité d'une part à l'environnement, ils savent bien juger les ressources du milieu pour arriver à se modifier, à s'adapter, à changer, et également une sensibilité aux besoins de leur environnement, de leurs collaborateurs, à leurs désirs, à leurs capacités. En un mot, ils savent comprendre leur environnement. Et là, ça vous rappelle un classique, tous les charismatiques commencent par dire « je vous ai compris », comme le général de Gaulle en 1958. Ce sont des gens qui, au sens étymologique, comprennent, prennent avec leur environnement. Sous-entendu, les autres, l'élite habituelle, elle ne vous comprend pas, mais moi, je suis l'homme de la situation qui vous comprend. Ensuite, cette capacité à juger large, en plus de la sensibilité, se nourrit de la générosité. Il y a un don de soi dans le charisme. Certes, ce sont des gens qui ont, on le verra, reçu des dons d'en haut, mais ce sont aussi des gens qui redonnent leurs dons. Cette bienveillance, cette générosité est particulièrement bien illustrée par l'ancien PDG de la General Electric, Jack Welch, à qui on demandait qu'est-ce qui vous a fait réussir plus que d'autres. Il y avait 200 dirigeants qui à l'époque auraient pu être nommés président à votre place. Et la réponse que fait Jack Welch dans ses mémoires, c'est de dire probablement parce que j'en ai toujours fait plus qu'on m'en a demandé. On me demandait un rapport sur la ville de New York, je faisais un rapport sur l'État de New York. On me demandait un rapport sur l'État de New York, je faisais un rapport sur l'Est des États-Unis, etc., etc.
Les charismatiques ont cette générosité en ce sens qu'ils ne comptent pas ce qu'ils donnent et qu'ils ne comptent pas ce qui leur est donné. Après cette vision, le deuxième élément important du charismatique, c'est les dons. C'est cette capacité qui semble hors du commun à avoir un impact sur l'environnement. Alors d'abord, ces dons sont réels. Les charismatiques ont une capacité à identifier très tôt dans leur vie ce qui fait leur force. Leur point fort, c'est le syndrome de la jambe qui n'est pas cassée au ski. On s'appuie en général quand on a un accident plutôt sur une jambe qui n'est pas cassée plutôt qu'une jambe qui est cassée. Mais ces dons, ils ont, par leur rage d'apprendre, une capacité à particulièrement bien les faire fructifier par leur énergie, leur curiosité, leur pouvoir de concentration et leur capacité également à utiliser des soutiens, des modèles. Il n'y a pas de grand sans grand modèle. Et souvent d'ailleurs, ils ont non seulement des modèles en haut, mais autour d'eux, ils ont des apôtres. Et c'est une capacité à bien gérer des réseaux. Ensuite, les charismatiques ont une capacité certaine à bien mettre en scène leurs dons, à bien les théâtraliser. D'abord, ils offrent en permanence le spectacle de leur motivation, de leur engagement, qui en soi crée déjà autour d'eux une énergie particulièrement motivante. Il y a, comme dirait Marc Onfray, le philosophe, une sculpture de soi. Ce sont des personnes qui se donnent une sorte d'obligation scénique, de mise en scène permanente de leurs dons. Par exemple, Napoléon faisait semblant d'avoir une résistance hors du commun. Et même si sa résistance était déjà assez forte, il en rajoutait, comme on dirait aujourd'hui. Il faisait semblant, après 10 heures de cheval, de ne pas avoir besoin de sommeil, et pour ça, il prenait un premier acompte de sommeil vers 18 heures, et souvent, la nuit, laissait exprès sa chandelle allumée pour faire croire qu'il travaillait toute la nuit et qu'il veillait ainsi sur son armée. C'est une théâtralisation qui se nourrit aussi d'une sorte de mystère, d'une distance. Beaucoup de charismatiques entretiennent, sur une partie de leur vie, une sorte de halo de mystère. Par exemple, Steve Jobs est un peu mystérieux sur ses origines, son enfance, les débuts de sa carrière. Ce sont des gens qui souvent pratiquent la distanciation, ce qui permet d'ailleurs une sorte d'idéalisation magique du chef. Enfin, cette théâtralisation, ce mystère, est particulièrement bien illustré dans la capacité à se faire annoncer. Beaucoup de charismatiques, avant de faire leur entrée en scène dans une réunion, se font annoncer par quelqu'un. C'est de façon plus générale la tactique de Jésus qui, en quelque sorte, est annoncée par saint Jean-Baptiste. C'est une attente. Ils ont une capacité à créer une attente d'une sorte de Messie, du Sauveur providentiel. Enfin, le charismatique pratique le charme dialectique des contraires. Il utilise de façon contrastée et complémentaire des dons qui certains sont un peu froids et certains sont un peu chauds. Par exemple, la réserve n'exclut pas la bienveillance. La réserve n'exclut pas non plus l'ardeur et l'esprit de décision. Le général de Gaulle disait que l'ascendant naissait justement du contraste entre une puissance intérieure et une maîtrise de soi. De même que l'élégance du joueur procédait surtout de cette capacité, plus il élève les enjeux, à maîtriser les apparences externes de son sang-froid. Nous avons vu la vision, nous avons vu les dons. Troisième et dernier point, la capacité à s'engager, à créer des exploits, que peut donner en fait le caractère du charismatique. Ce sont des gens de caractère, en ce sens que ce sont des gens qui aiment lutter. C'est Victor Hugo qui disait « Les gens qui vivent sont ceux qui luttent ». Et cette lutte est souvent faite sans ruse, avec le sens des responsabilités, de façon désintéressée et un esprit de volonté. C'est là les caractéristiques du héros. Cette lutte commence souvent par une capacité à s'indigner d'une situation actuelle, la dramatisation dont je parlais. C'est le fameux « j'accuse » de Zola. C'est aussi et surtout la capacité à relever des défis. Le courage a quelque chose de séducteur. C'est David contre Goliath. Ensuite, c'est une capacité à s'exposer. Le charismatique s'expose, aussi bien dans ses discours, et je dis souvent à mes clients que pour réussir un exposé en public, il faut d'abord savoir s'exposer. Et c'est quelqu'un aussi qui s'expose en permanence à travers sa capacité, par exemple, à incarner, à illustrer ses valeurs. Le charismatique, c'est celui qui s'investit en personne dans les moments fondamentaux. Ainsi, en 2006, lorsque Steve Jobs souhaite convaincre le président de France Télécom, Didier Lombard,
Il se déplace non seulement personnellement, vient dans son bureau, s'agenouille auprès de lui. Vous voyez cette symbolique du chevalier qui garde sa dignité tout en s'agenouillant. Et à ce moment-là, lui fait une démonstration côte à côte sur la bonne utilisation de l'iPhone et en particulier du zoomage des images avec les deux doigts. Cette exposition, et c'est un troisième point, se fait aussi par leur originalité. Ce sont des gens hors du commun qui cultivent un côté anticonformiste pour des solutions souvent qui le sont également. Ils ont en particulier une originalité vestimentaire. Ils ont en quelque sorte une signature. Cette signature n'est pas excessive. Ce qui fait justement le contraste avec leur milieu direct, c'est une certaine sobriété, une certaine continuité dans une signature d'image. Le col roulé noir permanent de Steve Jobs, le mégot de Churchill, la redingote de caporal, de colonel de la garde de Napoléon. Enfin, ce sont des personnes qui vont jusqu'au renoncement. Car ils ont fait des choix, ils ont fait le choix d'un grand destin, et choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à quoi? À des facilités. Au profit de quoi? D'une volonté d'exigence. Ce renoncement s'accompagne d'une prise de risque exceptionnelle à élever. Il est difficile d'être charismatique sans faire le pont d'Arcole. Et c'est là, en quelque sorte, où l'on compense l'effet de mise en scène et de théâtralité que l'on a vu précédemment, avec un effet d'authenticité. L'authenticité finale du charismatique, c'est dans sa prise de risque, dans son renoncement, dans le fait de se dépasser en permanence pour quelque chose d'autre que lui-même, que l'on voit l'authenticité de son engagement. Alors, quelles sont les trois questions à se poser pour monter en charisme régulièrement? Par rapport aux visions, est-ce que j'offre à mon entourage des objectifs qui leur permettront eux-mêmes de se dépasser et de réaliser les leurs? Est-ce que je sais relever des défis? Est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait? Ensuite, au niveau des dons, est-ce que j'ai conscience de ce qui fait mon unicité, ma particularité, et est-ce que je sais suffisamment la mettre en avant? Enfin, au niveau des engagements, est-ce que j'ai élevé suffisamment mon niveau de risque pour jouer un grand destin? Car le charismatique est quelqu'un qui se croit un grand destin et investit pour cela. Pour terminer, j'ai envie de vous citer Shakespeare. Le monde entier est une scène, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, hommes et femmes tous ne sont que des acteurs, et la vie durant ne jouent que des rôles. Le charismatique, c'est celui qui justement a bien su choisir ses rôles, de grands rôles, sait bien les jouer, et c'est pour cela qu'il sait enrôler son entourage. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce même canal. Bonjour, je m'appelle François Hélion et j'anime la société d'Anthros, société de conseil et de formation, aussi bien pour les commerciaux que les managers, formation à l'excellence. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui de l'esprit qui fait la réussite d'un bon profil commercial. Quel est le secret qui fait la réussite d'un entretien de vente? Ce secret réside dans une formule quelque peu mystérieuse, yin devant, yang derrière. Alors, qu'est-ce que nous appelons yin et qu'est-ce que nous appelons yang? Et si je prends cette formule, c'est qu'il est plus facile également de prononcer le mot yin que cerveau droit et le mot yang que cerveau gauche. Nous avons, dans la relation aux autres, des ressemblances et des différences. Dans cette intersection que représente la sphère de l'autre et ma sphère, nous avons à la fois une partie liée à la ressemblance, le yin, de la compréhension, de la communication, de la mise en commun, et une partie plutôt yang, de la différenciation, qui peut amener d'ailleurs jusqu'au conflit. Eh bien, tout l'art de la vente, c'est de commencer par le cerveau droit, l'intersection, le yin, et de finir dans le yang, et jamais l'inverse. Alors, yin devant, yang derrière, nous allons l'appliquer aussi bien en stratégie, en tactique commerciale, et c'est également une loi du corps. Alors, en stratégie commerciale, les commerciaux connaissent bien cette règle des 4 étapes d'une vente réussie. Les 2 premières étapes sont très yin. C'est le contact avec le client. C'est la connaissance des besoins du client, de ses motivations d'achat. Par exemple, le fameux SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et d'autres grilles.
On est là dans une partie de la vente où le vendeur parle peu, est très à l'écoute, a en quelque sorte un profil bas. Il est en prise femelle. C'est son yin. Et puis nous allons progressivement passer là où les deux cercles ne sont plus en intersection, dans le yang, dans la différence. Troisième étape, convaincre. Et dans convaincre, il y a vaincre, c'est-à-dire argumenter, réfuter les objections. Et puis le dernier, très yang, conclure, clore, clôturer. Vous voyez bien que de gauche à droite, du yin vers le yang, vous avez un déroulé, voire même d'ailleurs un accéléré de la vente. Car si l'on met des pourcentages, en moyenne, mais on verra dans une autre rencontre sur ce canal qu'il faut aussi relativiser, personnaliser sa vente. Mais dans l'absolu, en moyenne, nous conseillons 10% de contact, 50% de connaissance des besoins d'achat, l'interview, la fameuse découverte commerciale, ce qui fait déjà 60%, plus que la moitié. Et ensuite, il y a un accéléré de la vente, quand on passe au yang, convaincre 30%, ce qui est finalement assez peu pour argumenter et réfuter les objections. Et puis 10% de conclusion. En quelque sorte, vous avez, comme au tir à l'arc, un première étape 1 et 2 du yin où on prend un peu de recul, on engrange les informations, on prend du retard, et puis ensuite, on lance la flèche, et là, il y a un accéléré, convaincre, conclure, sans état d'âme. Vous avez également l'application du yin devant et du yang derrière en tactique. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose de difficile, par exemple dire non, réfuter une objection, j'ai intérêt à commencer par la douceur du yin, par l'accueil du yin avant de monter trop vite au yang. Prenons un exemple de réfutation. Un client me dit « les roues de ce camion sont trop bruyantes ». Première étape, très yin devant. Alors, soit je dis « oui, je comprends », soit je dis, si c'est une exactitude, « c'est exact, elles pourraient être encore plus silencieuses qu'elles ne le sont ». Vous voyez cet accueil et ce rebond, j'épouse. Deuxième étape de la réfutation, vous voulez dire que ce qui est important pour vous dans le choix d'un camion, c'est avant tout le critère de commodité-confort. Là, je suis en transition, mais je suis encore dans du yin. Je laisse la parole à mon client. Il me dit, oui, vous comprenez, ces camions sont utilisés par des chauffeurs qui font plus de 40 000 km par trimestre. Il est indispensable qu'ils aient une situation de confort. Je valide. Vous avez raison, c'est un critère très important. Et pas que dans votre profession. 3. Et là, je commence à verrouiller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons entièrement insonorisé l'habitacle. Nous avons un déclenchement automatique de la musique au volant. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, ce type de confort? Et bien sûr, sous-entendu, si l'habitacle est insonorisé, on n'entend plus le bruit extérieur des roues. Voilà une utilisation sur le plan tactique de la méthode yin devant et yang derrière. Et puis enfin, cette méthode, nous pouvons particulièrement bien l'appliquer sur un plan corporel en permanence. Qu'est-ce que le yin devant? Eh bien, c'est le relâchement de sa plaque ventrale. Et le yang derrière, c'est au contraire la verticalité et le durcissement de sa plaque arrière. Alors que quand nous regardons bien, la plupart des gens font le contraire. Dès qu'ils sont un peu émus par une critique ou une introduction, quand ils disent bonjour, ils ont tendance à se braquer devant. Et par contre, à lâcher leur verticalité arrière. Et ça donne. Alors qu'au contraire, on devrait se porter légèrement plus sur ses talons, bien assurer sa verticalité et par contre relâcher son avant-bras pour serrer la main. Yin levant, yang derrière, ou l'accueil permanent de la relation à l'autre. Vous venez de voir donc 3 applications différentes d'un principe général et fondateur de l'efficacité commerciale, l'accueil féminin yin avant la fermeture, parce que c'est la fermeté du closing commercial. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne application de ce principe et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur ce canal. Comment gérer le changement et en général les sentiments négatifs qu'il véhicule? Eh bien justement, par l'intelligence émotionnelle et en particulier par le bon usage des 4 sentiments de base, dont on dit d'ailleurs qu'ils composent pratiquement tous les autres, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Prenons un exemple. J'ai un discours à faire dans une période critique impliquant des changements de comportement. J'ai intérêt, auprès de mes équipes,
à utiliser successivement ces 4 sentiments. Mesdames et messieurs, je suis triste de constater que ce département export a perdu plus de 50% de son activité. Et j'ai peur d'ailleurs que si la tendance se confirme, nous devions fermer ce département. Ce qui me met en colère, compte tenu des investissements, des efforts que nous avons déjà déployés pour ce département. C'est pour ça que je vous propose un plan de redressement, dont je suis sûr que vous et moi, nous aurons le plaisir, la joie de fêter le rétablissement de ce département à l'export. Merci d'avance. Deuxième usage de cette stratégie des 4 sentiments de base. C'est ce que j'appelle la vallée des pleurs. Dans les phases de changement en général, les personnes en opposition ont tendance à passer par 4 sentiments. Et bien sûr, ce sont ces 4 mousquetaires. En général, quand on annonce un changement, la première étape est une phase de déni, manifestée par la colère, par l'explosion de colère. Les gens ne veulent pas en entendre plus, et d'ailleurs cette colère leur permet de ne pas en avoir encore peur, et de penser que cette colère suffira à faire baisser la garde de ceux qui prônent le changement. Et puis quand ils voient que cette colère n'a pas d'impact, et que les décisions perdurent de changer, eh bien ils vont passer à la deuxième étape, qui est une étape de peur. Et si la direction générale mettait vraiment en œuvre ce qu'elle dit? J'ai peur que ces types finissent par réaliser leur projet. Troisième étape, le changement commence à se dérouler. Certains changent par exemple de lieu d'établissement. Eh bien là, la tristesse règne. Oh, c'est pas l'inconnu, je n'ai plus peur, mais je suis triste. J'ai la nostalgie de la belle époque. J'ai la nostalgie de l'ancien lieu. Et dernière étape, les années ont passé. Oh, finalement, ce nouvel endroit a aussi du bon. Allez, il y a toujours du plaisir là où on le trouve. Eh bien, à chacune de ces étapes, le bon manager émotionnel aura intérêt à appliquer une politique appropriée. Face à la colère, l'évitement. Toujours se retirer face à la colère, qui est une pression, et on ne négocie jamais sous la pression. Et de toute façon, vous ne seriez pas entendu. D'ailleurs, regardez bien. Dans les films, quand on voit un pontife, un pharaon en colère, il finit toujours ses phrases par une demande explicite. « Ôtez-le-moi de ma vue, disparaît sous terre ». Donc, on va l'écouter. Première étape, on disparaît. On saute de la vue des gens qui sont en colère, qu'ils tapent dans du vide. Deuxième étape, la peur. Et la peur appelle quoi? Elle appelle la réassurance par des politiques objectives, des informations réelles objectives, faire toucher du doigt, présenter le nouveau lieu, faire toucher la réalité du doigt. Troisième étape, la tristesse. Eh bien la tristesse, qu'est-ce qu'elle appelle? La présence, le partage, la compassion. Moi aussi je suis triste, moi aussi j'aimais cet ancien quartier, comme vous je pleure. Et puis dernière étape, la joie. Eh bien c'est la célébrer, la faire durer, en faire un événement et fêter la première année anniversaire. Voilà autant d'exemples de ce que nous appelons aujourd'hui l'utilisation des 4 mousquetaires ou de l'intelligence émotionnelle, en particulier dans des phases de peur bien représentées par les nécessités du changement. La mauvaise utilisation de ces 4 sentiments peut être désastreuse. Vous avez effectivement des personnes qui ont l'art de traiter les sentiments par les actions qu'ils ne réclament pas. Prenons un exemple. La colère appelle la disparition et inversement, la tristesse appelle la surprésence. Eh bien, vous avez des personnes qui font l'inverse. Vous avez des personnes qui font une surprésence face aux gens qui sont en colère et qui vont même vendre du pathos, de la compassion et de l'affectif. Le mari ou l'épouse est en colère et le conjoint va lui dire « Mais tu sais, pourtant, mon chéri, ma chérie, nous t'aimons tous dans cette famille. » Et l'autre va redoubler de colère. Pourquoi? Parce qu'il se sent coupable d'être en colère en plus contre des gens qui lui proclament leur compassion. C'est ce que j'appelle le syndrome de la Saint-Barthélemy. Le roi de l'époque, Charles IX, était en fait le moins anti-protestant des rois catholiques de l'époque, pendant les guerres de religion. Alors quand il décide de la Saint-Barthélemy, il a une phrase qui est terrible. Il dit maintenant, tuez-les tous, pourquoi? Pour qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher. C'est cette fameuse culpabilité des gens qui sont en colère à qui on fait une politique de compassion. L'inverse n'est pas mieux. Vous avez quelqu'un qui vient de perdre sa sœur, son frère. Vous venez de
de sortir avec cette personne. Et par pudeur, vous lui dites, c'est pas tous les jours qu'on perd un membre important de sa famille. Alors si tu veux bien, eh bien, on va pas se voir pendant quelques jours, je te laisse à ta tristesse, que je comprends, et si tu veux bien, nous reprendrons notre relation un peu plus tard. Eh bien, 20 ans après, cette personne peut vous le reprocher. Tu vois, quand j'ai eu besoin de toi, eh bien, en fait, tu t'es défilé. Souvent, par timidité, par pudeur, nous disparaissons face à la tristesse des gens qui, en fait, ont besoin de nous. Autre inversion, vous avez des gens qui vont, face à des personnes en peur, utiliser des outils, en fait, de compassion. À une époque, je faisais du parachutisme, de la chute libre, et je me souviens à mon premier saut en chute libre, avec des amis, petit club de province, très amical. Un de mes amis s'avance vers moi et me dit « Tu sais François, on est tous avec toi, on sait ce que c'est, on forme une bande d'amis, on t'aime, tu fais partie de l'équipe. » En fait, ça m'a énervé. Je ne pensais qu'à une chose, c'était revenir à l'objet, vérifier mon parachute. Et je devais subir la glu des sentiments de quelqu'un qui me distrayait de ma sécurité par l'objet. Inversement, vous êtes triste, par exemple, vous venez de perdre votre emploi. Et votre conjoint vous dit « Mais je ne comprends pas, tu as bien négocié ton départ. Tu as une indemnité transactionnelle sur 2 ans. Alors pourquoi tu es triste ?» La personne ne comprend pas que la tristesse n'a rien à voir avec des avantages matériels qui ne sont là que pour rassurer. Et la personne va lui répondre « Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est que quand je te regarde, quand je regarde ma fille, quand je regarde mes amis, quand je me regarde devant une glace, je ne sais plus qui je suis. J'ai des états d'âme. Je me perds dans la tristesse. Ça n'a rien à voir avec l'indemnité transactionnelle que j'ai négociée. » Voilà quelques exemples où il faut faire particulièrement attention à la bonne gestion de ses sentiments au bon moment. En quelque sorte, faites une gestion non émotionnelle de vos émotions et de celles des autres. Merci à vous et à bientôt.